Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Smart Job, votre émission emploi RH tous les jours du lundi au vendredi sur Bismart. Débat, analyse, expertise et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'insertion professionnelle des réfugiés en France avec Cécile Pirachiver, cofondatrice et présidente de Codico, une asso qui est spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Les entreprises s'engagent après une saison bien remplie d'initiatives et d'entreprises engagées. L'heure est au bilan dans Smart Job. On aura le plaisir de recevoir Sylvain Raymond, le directeur général des entreprises s'engagent. Le cercle RH. Donc dans le cercle RH, on parle absentéisme au travail. Et oui, le problème n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur selon le baromètre d'AG2R, la mondiale. Il est en effet reparti à la hausse l'année dernière, en 2022. On en parle dans un instant avec Sabéa Bouchakour, directrice de QVT Prévention Sociale chez Diot CSI, Cécile Prioul, PDG de Ça ira encore mieux demain, et Pascal H, directeur général RH et transformation chez SIA Partners. Et pour finir cette émission, fenêtre sur l'emploi, zoom sur le travail en prison. Aujourd'hui, 31% des détenus bénéficient d'une activité rémunérée. Le ministère de la Justice aimerait passer à 50% d'ici 2027. On reçoit à cette occasion Benjamin Guichard, chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Job, c'est parti et on commence tout de suite avec Bien dans son job. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 juin et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'occasion de revenir dans cette émission sur l'accès à l'emploi de cette population. En 2022, en France, pour vous donner une idée, c'est 139 000 premières demandes d'asile qui ont été enregistrées. Mais comment les réfugiés trouvent-ils un emploi? Dans quel secteur? Quelles difficultés rencontrent-ils? Les entreprises aussi, comment aider leur processus de recrutement? Nous allons poser toutes ces questions à notre invitée Cécile Pirachiver, cofondatrice et présidente de Codico, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Cécile Pirachiver, qui sont les personnes réfugiées dont nous fêtons la journée aujourd'hui? Alors, les personnes réfugiées sont des personnes qui sont persécutées dans leur pays et qui, pour des raisons diverses, des raisons de religion, des raisons d'appartenance à une ethnie qui est persécutée, pour des raisons de droit, en fait, qu'elles ont des convictions politiques qui sont susceptibles de les mettre en danger. D'accord. Et du coup, comme elles sont persécutées, pour se mettre en sécurité, elles ont quasiment l'obligation de quitter leur pays et donc de demander refuge dans un pays tiers. Donc on a noté ce que je disais tout à l'heure en introduction, 139 000 premières demandes d'asile en 2022. Est-ce que vous savez combien il y a de réfugiés au global actuellement en France et peut-être dans le monde? Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a effectivement 139 000 demandes d'asile, mais toutes ces personnes n'obtiendront pas l'asile. D'accord. Il y a environ 40% uniquement des personnes qui obtiendront l'asile. D'accord. Aujourd'hui, en 2023, on a environ 550 000 personnes réfugiées. Dans le monde? Statutaire en France, non, pas France. dans le monde. Ah oui, d'accord. Quand on parle du monde, c'est 34 millions de personnes réfugiées. Oui, c'est pas la même. Dans le monde. Donc voilà, 550 000, on a souvent l'impression qu'on est envahi par les réfugiés, mais non, en fait, ça représente même pas 1% de la population française. Donc c'est aussi important de comprendre et de relativiser. Est-ce que vous savez, à l'échelle française, combien sont en emploi aujourd'hui des réfugiés? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre sur ces 550 000 personnes qui sont en emploi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne sur deux est en inactivité ou au chômage 3 ans après l'arrivée, après l'obtention du statut, ce qui est considérable en fait, ce qui montre combien c'est difficile d'accéder à l'emploi. C'est vraiment un facteur très discriminant et qui en fait finalement implique que l'intégration n'est pas si bonne. Mais alors comment on fait pour favoriser l'emploi pour ces personnes-là en France? C'est un peu notre activité. D'accord, dites-moi. Donc, je rebondis là-dessus. En fait, ces personnes, elles sont, une fois qu'elles ont ce statut, elles tombent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de travailler comme tout citoyen français, comme vous et moi. Par contre, c'est très théorique, c'est-à-dire qu'elles ont des défis, des handicaps
des obstacles qui font que finalement ça va être très compliqué pour elles d'arriver à l'emploi. Ces obstacles, en fait, ils s'articulent autour de plusieurs choses. Il y a la langue, évidemment, avant tout. Il y a le fait que les diplômes qu'elles possèdent sont il n'y a peut-être pas forcément d'équivalence en France. Il n'y a pas forcément d'équivalence, ils ne sont pas reconnus. On sait combien le diplôme est important en France. Hein. Elles n'ont pas de réseau. On sait aussi combien le réseau est discriminant. Elles ont aussi, par leur parcours, en fait, des trous dans les CV importants. Elles manquent de confiance et elles ne savent pas tout simplement, elles ne connaissent pas les codes du marché du travail. Comment on fait pour retrouver un emploi en France? C'est compliqué. Imaginez, demain, vous arrivez en Chine, il faut trouver du travail du jour au lendemain. C'est pas évident. Et ça, c'est le rôle de Codico. Alors, c'est le rôle de Codico, en fait, c'est de leur transmettre ces codes. Et du coup, on a un dispositif qui est assez agile et qui a fait ses preuves depuis 7 ans, c'est-à-dire qu'on va les mettre en lien avec les entreprises en demandant à des salariés volontaires de pouvoir s'engager et d'accompagner individuellement une personne réfugiés pendant 5 mois, tout simplement pour leur permettre de réaliser leur projet professionnel. Et voilà, donc leur transmettre pendant 5 mois tous ces petits codes, déjà de leur permettre de progresser en français, de leur permettre d'avoir les outils de la recherche d'emploi, de pouvoir postuler à deux, en fait, à des offres, de simuler des entretiens. C'est un peu comme un mentor, en fait. C'est exactement, c'est du mentorat. Et de manière complémentaire, on a tout un accompagnement collectif où là, on va adresser plus des problématiques de fond comme l'apprentissage du français. On a des cours de français. On a des coachs, des équipes de coachs qui interviennent pour reprendre confiance et cadrer le projet. Voilà. Et notre grosse spécificité, et ça c'est important de le comprendre, c'est que nous, on souhaite que la personne réalise un projet choisi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique où on va aller systématiquement vers les métiers en tension. On ne va pas amener un médecin à devenir, je ne sais pas, chauffeur de taxi. Oui, parce qu'il y a besoin dans ce secteur de recruter. Et donc, voilà, donc on veut que la personne se réalise parce qu'on part du principe que si la personne, elle se réalise, du coup, c'est une valeur pour la France, c'est une valeur pour nos entreprises. Et du coup, elle va pouvoir aussi s'intégrer sur le long terme. Elle va pouvoir se réaliser professionnellement et ça sera un succès. Est-ce que vous pensez que quand un réfugié arrive dans une entreprise, les autres collaborateurs, ils ont besoin d'être sensibilisés, on a besoin de préparer en fait l'arrivée de cette nouvelle recrue? Bien sûr. Comment on fait? En fait, une personne réfugiée, déjà, c'est un profil atypique, c'est un profil d'une culture différente, c'est un profil qui n'a pas les codes de l'entreprise française. Donc, la mettre dans une entreprise, dans des équipes qui ne sont pas sensibilisées à la thématique de l'asile, qui ne connaissent pas ses parcours, qui ne connaissent pas voilà, le profil, la façon de fonctionner de ces personnes, ça peut amener effectivement des difficultés dans une équipe, alors qu'on sait combien une équipe diverse est une équipe, en fait, qui, si on se donne les moyens, peut être complètement productive, enrichie, parce que ça interpelle, en fait, des façons de penser différentes, ça apporte de l'innovation. Donc, c'est vraiment un message important, c'est-à-dire que quand on accueille un réfugié, c'est quelque chose de gagnant. Il faut se donner les moyens de bien l'intégrer, en fait, de bien l'accueillir dans l'entreprise, que ça soit du côté des accompagnateurs, des managers, mais aussi que ça soit du côté de la personne réfugiée. Par exemple, mettre des cours de français à disposition de la personne pour qu'elle puisse progresser plus rapidement, lui permettre voilà, de s'approprier les codes, d'avoir peut-être un mentor même en entreprise qui lui permette de s'approprier les codes une fois qu'elle est dans l'emploi. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a effectivement la barrière de la langue qui est une grosse difficulté, j'imagine, pour ces réfugiés, mais il y a aussi une autre difficulté, j'aimerais qu'on y revienne très très rapidement avant de finir, l'administratif. Comment est-ce que vous accompagnez les réfugiés dans leur démarche administrative pour trouver un emploi et pour même après, en fait, tout ce qu'il faut faire en administratif? Nous, on arrive un petit peu plus en aval, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans tout ce qui est procédure de demande d'asile. En quelques mots, une procédure de demande d'asile peut prendre plusieurs mois. Donc la personne, en fait, va passer à l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, où elle va devoir défendre le fait qu'elle a le droit de bénéficier de l'asile. Elle passe devant un officier de l'OFPRA. Toutes ces démarches administratives qui sont assez fastidieuses, où il faut remplir des dossiers qui demandent en fait l'accompagnement aussi. C'est vraiment un organisme spécialisé. C'est des associations dédiées qui sont sur plus l'accompagnement social, administratif. Nous, on est plus en aval, c'est-à-dire que les personnes ont obtenu leur statut et du coup, statutairement, elles ont le droit
Et là, vous intervenez pour et là, on les intervient, aider. et c'est là que le bas blesse, parce qu'on se dit c'est la fin du parcours du combattant, mais en fait non. Le parcours, il n'est pas du tout terminé, il va falloir maintenant trouver du travail. Merci beaucoup, Cécile Pirach-Shiver, cofondatrice et présidente de Codico, donc je rappelle, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et tout de suite, c'est les entreprises s'engagent dans Smart Job. Et on se retrouve tout de suite dans Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par Sylvain Raymond, directeur général des entreprises s'engagent. Bonjour. Bonjour. Après une saison bien remplie d'initiatives d'entreprises engagées, l'heure est au bilan. Le ministère du Travail s'engage depuis le début à les accompagner et s'engage chaque jour un peu plus pour augmenter leur impact. Pour commencer, Sylvain Raymond, l'égalité des chances, l'inclusion par le sport, la prévention sur la violence faite aux femmes, les sujets d'engagement de la communauté sont variés. On l'a vu sur ce plateau tout au long de cette année. Est-ce que l'objectif, c'était ça, c'était de montrer qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle est multiple? Oui, l'objectif de la communauté, c'est de montrer que l'entreprise, elle est multiple dans les réponses qu'elle peut donner à toutes les urgences sociales, sociétales et environnementales du moment, et surtout en soutien des politiques publiques et de l'État. Et que pour prendre en charge ces différentes urgences, il y a la manière de s'organiser avec l'État sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Bien sûr. Et puis il y a aussi les expérimentations des clubs départementaux, les 101 clubs départementaux, les entreprises s'engagent, qui innovent chaque jour sur plein de thématiques extrêmement différentes. Est-ce que vous constatez des thématiques qui reviennent particulièrement, Sylvain Raymond? Oui, très clairement, le sujet de la jeunesse est dans l'ADN de la communauté le sujet originel des entreprises s'engagent, avec l'apprentissage dont on a beaucoup parlé ici, le mentorat, avec la grande réussite du plan Un jeune, un mentor, qui permet aujourd'hui d'accompagner 200 000 jeunes en mentorat. Aujourd'hui, on est en train de booster l'engagement des entreprises sur quelque chose qui consiste à prendre le sujet à la racine, à savoir le lien école-entreprise, avec des actions de découverte des métiers, de visite d'entreprise, d'intervention. Pour que les jeunes puissent découvrir vraiment un milieu professionnel. Exactement, parce qu'on n'est pas encore assez lié aujourd'hui entre le monde de l'entreprise et l'école, alors que l'un des rôles de l'école, c'est bien de préparer les jeunes au monde du travail, au monde de l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu fondamental pour nous. Et puis, quelques innovations, quelques perfectionnements. Je pense notamment au contrat d'engagement jeune, où on n'est pas encore allé au bout, pour permettre aux entreprises qui souhaitent recruter des jeunes les plus éloignés de l'emploi, de les accompagner, de les prendre en mentorat, enfin de leur permettre vraiment de leur donner toute une trajectoire de progression au sein de l'entreprise. De leur donner des clés pour qu'ils puissent intégrer le monde de l'entreprise. Exactement, avec tous les dispositifs que vous avez l'habitude de présenter ici, le mentorat, l'immersion, la préparation opérationnelle à l'emploi, l'apprentissage et puis bien sûr le recrutement. Donc, est-ce qu'on peut s'engager au-delà de son activité quand on est une entreprise, dans son choix d'organisation du travail, de recrutement? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bien sûr. Une entreprise, elle peut décider de s'engager dans la droite ligne de ses axes stratégiques et en lien avec son modèle économique et donc son business pur. Et puis, elle peut décider d'aller explorer via l'engagement, que ce soit de la philanthropie, du mécénat ou toute autre action, l'engagement des collaborateurs, des thématiques qui lui sont très étrangères. Et d'ailleurs, c'est très bénéfique parce que ça lui permet finalement de réinterpréter son métier, son quotidien à travers des causes d'intérêt général nouvelles. Donc, et ça peut souder aussi peut-être les employés autour de nouvelles thématiques? C'est la priorité aujourd'hui, à l'heure où les collaborateurs d'entreprises sortis de la crise Covid notamment sont en quête de sens au travail, d'utilité. Il n'y a pas d'entreprise engagée sans engagement des collaborateurs. On a mis un premier pied dans la porte avec le mentorat, mais aujourd'hui on a cet enjeu par l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, des bénéficiaires par des collaborateurs d'entreprise, de libérer toutes les perspectives d'engagement des collaborateurs en France, à travers le mécénat de compétences, à travers des journées de solidarité, à travers le tutorat pour les apprentis notamment, et à travers l'accompagnement sur tous les dispositifs d'emploi. J'aimerais qu'on prenne un exemple concret, par exemple sur la prévention, sur la violence faite aux femmes. Comment les entreprises peuvent-elles s'engager dans un tel combat ?
En fait, elles sont confrontées à ce combat au quotidien. Je crois qu'il y a 208 000 femmes en France qui sont confrontées à des problèmes de violence. L'entreprise, c'est une micro-société. Donc, à son niveau, il faut en effet qu'elle puisse détecter, sensibiliser ses managers et puis, le cas échéant, être accompagnée concrètement dans la gestion de ces problématiques. Aujourd'hui, les services de l'État regorgent de solutions pour ça. Moi, j'étais à Arras il y a 2 semaines. On s'est rendu compte que les services déconcentrés du ministère du Travail proposaient aux entreprises un accompagnement sur ce point. Le problème, c'est qu'ils sont souvent méconnus. De la même manière, il y a plein d'associations, typiquement on parlait de mécénat tout à l'heure, qui permettent à des entreprises d'être sensibilisées, formées, savoir comment on détecte ces violences dans l'entreprise. Après, c'est un sujet qui est plus global. Nous, on est en train de préparer justement un programme, les entreprises s'engagent pour les femmes, plus globalement, où il y a en effet le sujet des violences faites aux femmes qui est fondamental, et on y travaille avec la ministre Isabelle Rome plus spécifiquement. Et puis après, globalement, c'est la question des femmes dans la société et dans les entreprises qu'il faut pouvoir soutenir. L'égalité homme-femme, le sujet de la rémunération est encore central. La question aussi de l'entrepreneuriat des femmes et la lutte contre l'autocensure que les femmes peuvent parfois se mettre dans leur évolution de carrière. Et puis bien sûr, plus largement, la féminisation des métiers, qui est un gros enjeu pour le ministère du Travail. Une dernière question, quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entreprises en France qui ne comprennent que l'engagement est essentiel pour être performant. Et donc, on a un objectif de 150 000 entreprises d'ici 2026 à rassembler dans la communauté. Mais l'engagement, et nous, on a un credo qui est précis et clair, qui est chaque entreprise qui s'engage sera performante demain. Il n'y a pas finalement d'entreprise qui pourra perdurer à l'avenir sans engagement. Et il faut cet engagement-là. Donc, nous, on est là pour accompagner chaque entreprise selon son niveau de maturité, d'où qu'elle parte, et lui permettre d'expérimenter des causes, l'accompagnement de public, des services clés en main qui leur permettent de progresser au quotidien, chaque semaine, chaque mois et chaque année. On rappelle qu'aujourd'hui, 70 000 entreprises, c'est ça, sont engagées à vos côtés. Merci beaucoup Sylvain Raymond, directeur général des entreprises s'engagent. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le Cercle RH. Les salariés sont de plus en plus absents. Le cercle RH d'aujourd'hui est donc dédié à l'absentéisme, vous l'aurez compris. Selon le baromètre annuel d'AG2R, la mondiale, il est en effet reparti à la hausse en 2022. Parmi les principales causes, le stress et la fatigue. Une bonne raison de réfléchir encore et toujours au rapport au travail, au bien-être des collaborateurs. Des questions soulevées au moment de la crise sanitaire, mais qui ne semblent pas tout à fait résolu. Nous en parlons aujourd'hui avec Sabéa Bouchakour, directrice QVT Prévention chez Diosiassi. Bonjour. Bonjour. Avec Cécile Prioul, PDG de Ça ira encore mieux demain. Bonjour. Bonjour. Et avec Pascal H, directeur RH et transformation chez SIA Partners. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Cécile Prioul, est-ce qu'il y a un avant et un après crise sanitaire selon vous ? Est-ce que le Covid à lui tout seul explique ces chiffres préoccupants ? Tout d'abord, Pauline, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler d'une solution efficace sur l'absentéisme. Et pour répondre à votre question, nous, on a 4 ans d'existence, donc on est arrivé pile avant. Mais ce qu'on a observé, c'est que cette crise sanitaire, elle a fait rentrer les problèmes de santé dans le monde du travail. C'est vrai qu'avec le confinement, les gens à risque devaient se faire repérer, devaient donner les motifs de leur risque de santé. Et du coup, c'est rentré vraiment dans le monde de l'entreprise. Sabéa Bouchakour, vous êtes d'accord avec l'analyse de Cécile Prioul ? Oui, il y a effectivement une prise de conscience dans les entreprises et puis il y a aussi des chiffres avec une montée spectaculaire de l'absentéisme en 2020 et un Covid qui est encore très présent en 2022. Bien sûr. On semble l'oublier parce que début 2022, c'est assez loin, mais Omicron, en fait, était encore très présent. Donc les statistiques d'absentéisme de 2022, elles sont fortement à la hausse par rapport à 2021 et elles sont encore fortement impactées par les infections Covid, puisque en 2022, sur l'étude que nous avons publiée en avril, on est vraiment sur 43% des arrêts
qui sont encore liées au Covid. Et encore une fois, on est aujourd'hui en juin 2023, donc ça nous semble très loin et on a l'impression que la crise sanitaire est derrière nous. Mais sur les statistiques récentes, voilà, en tout cas sur celle de l'année passée, on est encore sur un Covid très présent. Pascal H, l'absentéisme a longtemps été vu, ou l'est encore largement d'ailleurs, comme la responsabilité de l'absent. Dans quelle mesure le manager, selon vous, et l'entreprise dans sa globalité, a un rôle à jouer dans la prévention ou le traitement de l'absentéisme ? Alors le rôle, il est majeur. Déjà, on peut commencer par tordre le cou à la logique coercitive, qui peut être un refuge, où on se dit on va punir l'absent, il y a une responsabilité, des logiques de tir au flanc, on entend des mots très durs. Ouais. Les statistiques, mais Sabéa confirmera, on est sur de l'ordre de 2%. D'accord. Donc là, on est vraiment sur une part minime. En revanche, le rôle du manager, il est central dans la prévention pour jouer son rôle auprès de ses équipes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est concerné lui-même par l'absentéisme en tant que salarié, humain. Donc, je crois que l'année dernière, c'était de l'ordre de 1 manager sur 2 qui avait été arrêté, au moins une fois. Donc, une explosion, une augmentation très forte. Et pour autant, c'est aussi lui qu'on va attendre pour prévenir, pour gérer la charge, les remplacements. Et donc, il est aussi concerné de plein fouet. Il faut faire très attention à ce rôle critique, qui est carrément sous pression, en fait. Et c'est peut-être un des constats qu'on peut tirer, notamment des dernières études. Et c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Les chiffres l'appuient, Sabéa ? Tout à fait. Je vais vraiment dans le sens de ce que vient de dire Pascal, parce qu'on a vraiment, lorsqu'on a interrogé 3000 salariés, qui répondaient de façon totalement anonyme et confidentielle, donc n'avaient aucune raison de mentir, on a 7% d'entre eux qui déclarent avoir été arrêtés pour d'autres motifs que la santé. Et dans ces salariés, on en a vraiment une minorité qui déclare avoir été arrêtés pour convenance personnelle ou des congés refusés, ce qu'on peut vraiment relier à de l'absentéisme de complaisance. Donc effectivement 2%. Et vraiment, j'insiste sur ce point de vigilance, toute l'énergie qu'on perd sur le coercitif, on ne met pas cette énergie dans la prévention. Et il y a vraiment un enjeu de sortir de la culture de la suspicion pour entrer dans la culture de la prévention. Et ça, nous, c'est un peu le message qu'on veut passer. Les managers, l'idée, c'est certainement pas de leur faire porter la responsabilité parce qu'eux-mêmes subissent, comme on le dit, vraiment l'absence, cette impact sur la productivité, puisqu'ils sont garants, etc., de la performance de l'équipe. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner le plus possible. Donc, Cécile Prioul, souvent perçue comme un déficit d'engagement, c'est ce qu'on dit, plutôt que la manifestation de troubles physiques ou psychologiques. Selon vous, quelles sont les principales idées reçues sur l'absentéisme ? Alors, sur le désengagement, c'est vrai que je suppose qu'il y a un phénomène qui est réel. Par contre, c'est vrai que sur les personnes que nous accompagnons avec l'équipe Ça ira encore mieux demain, c'est des gens qui, au contraire, sont hyper engagés, qui veulent revenir. Ah oui, d'accord. Voilà, qui veulent vraiment revenir au travail, mais qui ont peur parce qu'un salarié qui connaît une épreuve de santé, enfin une absence de l'entreprise, des fois pendant plusieurs semaines, mois, l'entreprise, elle a continué d'avancer. Bien sûr. Donc, il y a un décalage, vraiment un fossé qui se crée et ils ne s'y retrouvent pas. Il y a des angoisses, beaucoup de questions. Et pour la ligne managériale, parce que je suis d'accord avec Sabéa et Pascal, il ne faut pas non plus remettre un poids sur les épaules du manager. Il fait comme il peut. Il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de mauvaises intentions, mais ils font comme ils peuvent. Et aujourd'hui, je valide le fait que nous aussi, dans nos accompagnements, on a de plus en plus de managers de proximité ou de middle management qu'on accompagne avec leur manager direct. Donc ça peut être des directeurs. Et moi, je trouve qu'on peut que se réjouir que de plus en plus d'entreprises veuillent prendre soin de leurs collaborateurs, où qu'ils soient. Parce qu'un cadre, il n'est pas plus outillé à sa reprise du travail qu'un salarié comme les autres. Et souvent, dans le monde du soin, le cadre, il est un petit peu moins chouchouté, parce qu'on considère qu'il a les capacités pour aller chercher, comprendre sa maladie. Ah oui. Et quand il revient au travail, on considère la même chose. Il est cadre, il doit savoir. Et voilà, c'est pas toujours... La main tendue, elle n'est pas souvent là. Voilà. C'est intéressant. J'ai lu que l'absentéisme pour cause psychologique et l'absentéisme de manière générale touche davantage les jeunes. Comment on l'explique, Pascal H ? Alors bon, juste sur les jeunes aussi, on peut déconstruire un cliché pour rebondir sur la question que vous aviez posée juste avant. Oui. On lit aussi souvent que les jeunes s'absentent plus ou auraient un rapport désengagé du travail. Les études, elles montrent davantage que
le niveau d'engagement, en fait, il est similaire. Par contre, il y a une corrélation à faire entre le comportement et le niveau d'engagement. D'accord. Donc, les jeunes vont se comporter différemment s'ils sont plus ou moins engagés. En clair, absentéisme plus fort si on est moins engagé, si on se sent moins engagé, et même plus généralement, des problématiques d'attractivité et de fidélisation pour les entreprises qui ne les retiendront pas si on ne travaille pas sur autre chose, le sens, l'utilité. Ces grands termes qui ne sont pas juste une bonne. Donc, là, on peut déconstruire ce premier cliché. Et pour autant, là, on voit quand même que sur ce sujet, c'est plus globalement la réflexion sur les leviers d'engagement. On est dans une société où ça s'individualise plus fort. Donc ça invite à travailler sur les conditions de travail, sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, sur la rémunération. Des sujets qui sont assez transformants, qui font mal. Justement, sur la rémunération, est-ce que vous pensez que le simple fait de donner une prime limiterait, par exemple, l'absentéisme, pourrait limiter l'absentéisme ? Alors, il y a des corrélations qui sont difficiles à démontrer. Il y a des mécaniques incitatives qui ont déjà été mises en place dans les entreprises, avec des retours plus ou moins clairs, plus ou moins mitigés. Alors, on lit aussi dans certaines entreprises qu'on corrèle les primes au nombre de jours de présence. Et donc, du coup, c'est des systèmes qui sont testés. En aucun cas, aujourd'hui, dans un marché de l'emploi tel qu'il est, ça peut être suffisamment attractif pour convaincre. D'accord. Les primes d'assiduité telles quelles, elles ont plutôt tendance à disparaître. Il y en a de moins en moins. Par contre, des rémunérations variables dans lesquelles on intègre la performance sociale, qui n'est pas que l'absentéisme, mais effectivement toutes les notations qu'on peut avoir en termes de baromètres sociaux, etc. Ça, c'est une tendance assez forte. C'est-à-dire, on encourage les uns et les autres à aller dans le bon sens en matière de cohésion, de bien-être, etc. Bien sûr. Donc, c'est moins peut-être effectivement coercitif qu'une prime d'assiduité qui vient sanctionner aussi quelqu'un qui a une pathologie lourde, malheureusement. Donc là, on va plutôt encourager, en fait, de façon un peu collective, l'assiduité. Sabé, est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité homme-femme face à l'absentéisme ? On a des taux plus élevés chez les femmes. On avait d'ailleurs 6,69% en 2022 contre 4,95% pour les hommes. Alors moi, j'essaie de me battre à chaque fois contre la stigmatisation des femmes. La femme de 45 ans ou de plus de 45 ans, statistiquement, elle va être plus absente, mais il y a effectivement plein de raisons qui viennent expliquer toutes les absences pour enfants malades, c'est plus souvent la femme. La nature même de leur métier, les métiers très féminisés sont des métiers plus pénibles. On connaît les exemples de la santé, on connaît les exemples de la propreté, etc. Donc quand on regarde la répartition cadre-non cadre, si on va analyser une population de cadres, les femmes ne sont pas plus absentes que les hommes sur un certain niveau de responsabilité. Quand on regarde la globalité de la population, effectivement, par rapport à la nature des postes qu'elles occupent, oui, les statistiques donnent un taux d'absentéisme plus élevé chez les femmes. On en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on revienne quand même assez rapidement sur la santé mentale. Cécile Prioul, pourquoi la santé mentale, elle prend de plus en plus de place dans les absences des salariés, à votre avis ? Alors déjà, elle se traite différemment qu'un aléa de santé, maladie chronique, évolutive. Et j'allais dire, nous, au niveau de la reprise, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des gens qui sont arrêtés pour épuisement professionnel, burn-out, la dépression également, ou simplement, vous enlevez le mot, mais la charge mentale, petit peu. Voilà, donc, et c'est vrai que déjà le corps médical va ordonner, quand on est sur de l'épuisement, sur le chemin de l'épuisement professionnel ou le burn-out, va ordonner de couper avec le monde du travail. Donc on s'aperçoit aussi que ça c'est une autre manière d'accompagner le retour au travail et il faut vraiment une méthode et puis relier le manager, parce que pour moi c'est le binôme gagnant pour que la reprise elle soit réussie. On va en parler évidemment du retour au travail après des semaines, des mois d'absence. Juste avant, il y a aussi dans les éléments qui reviennent, les salariés mettent en avant le stress. Alors deux questions, Sabéa. Pourquoi le stress crée-t-il de l'absence ? Et surtout, est-ce qu'un travail sans stress, c'est possible ? Alors, on a 62% des salariés qui déclarent que leur métier a un effet négatif sur leur santé mentale. D'accord.
on parle beaucoup de situations d'épuisement professionnel, de burn-out, qui évidemment concernent une population beaucoup plus réduite, mais on a quand même 62% des salariés qui déclarent qu'il y a un effet négatif. Donc la santé mentale, c'est effectivement un vrai sujet. Maintenant, effectivement, on sait tous qu'il y a une part de stress qui est nécessaire pour la survie, pour l'adrénaline, pour plein de choses. Ça nous permet à tous de nous protéger. Mais il y a un niveau de stress qui, à un moment donné, devient insurmontable. Et d'ailleurs, quand on demande aux salariés, ils parlent beaucoup de charge de travail. Et quand on leur demande de citer les causes principales de surcharge de travail, ils citent à 63% des sous-effectifs, des objectifs trop élevés. Donc, c'est très concret, en réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, si on est 4 pour faire le métier de 8 personnes, il y a une situation de stress qui est extrême, en fait. Donc, on n'est plus sur le stress acceptable ou normal dans le cadre du travail. Il y a un niveau de stress à partir duquel ça devient très compliqué et là où ça a un impact qui mène le collaborateur à l'arrêt de travail. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Pascal Hache, sur le stress ? Et alors sur le stress, oui, surtout sur la situation qui vient d'être décrite. Il faut faire un petit pas de côté. Il y a un millefeuille d'absences, au fond. Il y a les absences qu'on peut prévoir, les congés paternité, maternité, les congés tout court, donc ça c'est la vie courante. Il y a ceux qu'on ne peut pas prévoir et qui font l'objet de la discussion sur l'absentéisme. Et après, il y a les chaises vides. Les entreprises, elles ont besoin d'un certain nombre de postes pour fonctionner. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des chaises qui restent vides parce qu'on a un marché de l'emploi sous tension. Oui, donc des problèmes de recrutement plutôt à ce moment-là. Ouais. Donc là, on en vient avec, dans l'industrie, des carnets de commandes très remplis, dans la restauration, des gens à servir et pas assez de monde. Et donc ça, évidemment, c'est un phénomène qui autant entretient l'absentéisme, qui génère du stress, qui génère des maladies. Mais du coup, quelles sont les conséquences et les répercussions de ce phénomène sur le climat de l'entreprise au final, Pascal Hache ? Alors forcément, elles sont fortes, elles sont mauvaises. À la fois, on a des impacts directs et indirects qui sont très forts. Alors ça coûte beaucoup, donc il y a des batailles de chiffres sur le sujet, mais plus de 4% de la masse salariale. Sur le climat social de l'entreprise, ça pèse, ça rajoute, ça continue de conforter le climat. Sur l'efficacité, la productivité, la capacité à délivrer un service de qualité, ça c'est aussi nouveau dans les études qu'on lit récemment. La qualité de service aussi, elle est considérée comme impactée directement par ce phénomène. Donc là, la somme complète, en tout cas, ça pousse, alors pas au fatalisme surtout, mais à l'action. Ça fait des années qu'il y a des observatoires qui poussent, qui proposent des actions. Il faut à la fois faire un mélange de recettes fondamentales qui existent déjà et s'appuyer sur un écosystème absolument formidable de partenaires, de création, de nouveautés. Même s'il n'y a pas de recettes miracles, on en est assez convaincu ici. C'est plutôt la combinaison qui peut donner un résultat, en tout cas qui doit en donner un. Il y a urgence à agir. Donc agir, de quoi manquent les entreprises pour être davantage volontaires, Cécile Prioul, dans leur stratégie de prévention des risques ? De quoi elles manquent ces entreprises ? Il manque, je pense qu'il n'y a pas, comme je vous disais, il n'y a pas de mauvaise intention, mais il y a je ne sais pas faire, et puis de la maladresse. De la maladresse dans la communication, quand un salarié peut revenir ou est absent, parce qu'il y a souvent des signes avant-coureurs. Et puis après aussi, quand la reprise, elle n'a pas été réussie, moi je pense que et on peut observer, c'est que quand il y a de la rechute d'absence, c'est que la personne, elle n'est pas revenue bien à son poste. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on est tous autour de la table de se dire, il faut regarder ça. Parce que ça, cet absentéisme perlé, c'est le fléau de l'absentéisme pour les entreprises. Parce que c'est des organisateurs, c'est des petits arrêts qui ne se prévoient pas, qui sont souvent donc soudains et courts, mais ça désorganise et surtout, ça étiquette la personne, le salarié, comme quelqu'un de non fiable. Et on peut en arriver dans des cercles vicieux d'absentéisme, parce que les présents, ils en ont marre d'être présents. Vous parliez tout à l'heure de réaccueillir. Après l'arrêt de travail, il faut réaccueillir le salarié en entreprise. Comment on organise une réintégration de ce salarié qui a été absent 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans ? Comment ça se passe, Cécile Prioul ? Le retour au travail, ça se travaille. Vraiment. Et vraiment, si j'ai un message à dire, c'est celui-ci, c'est que ça se prépare. Et ça se prépare des deux côtés. Le salarié, lui,
il a vécu son combat pour aller mieux, pour vivre avec une santé, et il a été abîmé par... Il ne revient pas pareil que quand il est parti, le salarié. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. C'est une autre personne, et c'est ça. Oui. Ah oui, c'est une autre personne. Mais on les voit souvent avec de la faiblesse. Il y a de la vulnérabilité au départ, mais s'il est bien réaccueilli, c'est un sacré levier dans une équipe, c'est un levier managérial. Bien sûr. Parce que c'est une personne qui sait prendre du recul, c'est souvent une personne qui se connaît beaucoup mieux dans ses limites, bien sûr. Tout ça. Et donc, qui est vraiment, si l'accompagnement, enfin le retour au travail est bien travaillé, voilà, c'est quelqu'un qui va se réengager et qui va rendre à l'entreprise l'effort qui a été fait. Et le manager, lui aussi, il est seul parce qu'il n'en parle pas entre pairs. On voit le manque de temps. Moi, j'admire tous ces managers parce qu'ils ont des missions de plus en plus compliquées et on leur demande de plus en plus parce que, comme vous disiez, depuis le Covid, les salariés ont changé, ont besoin d'autre chose. Bien sûr. Donc, il faut qu'ils savent s'adapter. Donc, vraiment, c'est le binôme gagnant. Et puis moi, je prône la bienveillance en disant que la bienveillance, elle est rentable. Et c'est la clé peut-être aussi Comprendre en fait le vécu de chacun, le vécu du manager avec cette absence, comment il a réorganisé son équipe. Bien sûr. Et puis quand la personne revient, ça va être encore une désorganisation. Mais il va l'accepter parce que c'est prévu. Voilà, faut soutenir le manager et préparer le salarié absent. J'aimerais qu'on termine très très rapidement, Sabéha Bouchakour. Est-ce que vous pensez que la semaine de 4 jours pourrait atténuer un petit peu l'absentéisme des salariés ? Alors, les avis sont partagés et nous, on interroge beaucoup de salariés et d'employeurs, puisque tout le monde en parle de la semaine des 4 jours. On en a parlé comme d'une compensation pour les métiers qui n'étaient pas télétravaillables. On en parle comme d'une solution qui permet un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Ce que nous disent les premiers retours, c'est que lorsqu'on sonde les collaborateurs en entreprise, ils ne souhaitent pas tous passer sur 4 jours si l'amplitude horaire par jour est plus importante. C'est-à-dire que... il faut compenser ce jour non travaillé, il faut bien... Travailler un jour de moins, oui. Travailler plus longtemps sur 4 jours, pas forcément. Donc, pareil sur les statuts cadres, si la charge de travail n'est pas réduite à l'échelle de l'équipe, tout le monde n'est pas prêt à avoir des journées plus importantes. Donc, on en parle beaucoup, mais on nuance quand même le propos sur le fait que ça ne semble pas être une fin en soi et c'est vraiment une réflexion globale sur la charge de travail, sur la répartition du travail, plutôt que les 4 jours en tant que tels. Merci beaucoup, Sabéha Bouchakour, directrice QVT Prévention chez Dio CIACI. Merci Pascal H, directeur RH et transformation chez SIA Partners. Et merci Cécile Priould, PDG de Ça ira encore mieux demain. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes ces questions. Et tout de suite, comme chaque jour, on finit cette émission avec Fenêtre sur l'emploi. Aujourd'hui, dans Fenêtre sur l'emploi, zoom sur le travail en prison. C'est en ce moment le Tour de France du travail pénitentiaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, 31% des détenus bénéficient d'une activité rémunérée. Le ministère de la Justice aimerait passer à 50% d'ici 2027. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Benjamin Guichard, chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'ATIGIP. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Benjamin Guichard, pourquoi ce sujet du travail en détention fait-il en ce moment l'objet d'un focus particulier de la part du ministère de la Justice ? Du ministère de la Justice et du gouvernement plus généralement, puisque le travail pénitentiaire est une politique prioritaire du gouvernement. Pourquoi ? Parce que le travail pénitentiaire participe à rendre le temps de prison un temps utile pour la personne et utile aussi pour la société. Pourquoi ? Parce que la peine de prison, c'est quoi ? C'est réparer le passé, c'est-à-dire payer sa dette à la société et aux victimes, et c'est préparer l'avenir, c'est-à-dire sa réintégration dans la société. Et pour ça, il nous faut des dispositifs qui nous permettent de faire en sorte que cette réintégration se fasse de façon durable. Et donc le travail pénitentiaire y participe. Et donc c'est pour cette raison qu'avec mes collègues de l'administration pénitentiaire, on essaie de développer ces activités, ce qui est absolument essentiel en prison, parce que quand vous êtes dans une cellule de 10 mètres carrés avec 3 personnes, si vous restez toute votre journée dans la cellule, ça participe pas à une réintégration durable dans la société. Donc il faut aussi des activités. Et donc le travail pénitentiaire
en fait partie avec la formation professionnelle, c'est lié au travail pénitentiaire. Et donc, on développe ces dispositifs et on veut faire un appel aux entreprises pour leur montrer que le travail pénitentiaire a une réelle utilité et qu'ils peuvent venir nous accompagner et qu'on a des outils pour qu'ils viennent nous accompagner dans cet objectif-là. Est-ce que vous pensez que l'écosystème économique local a du mal, de manière générale, à rencontrer et à tisser des liens avec les prisons ? Déjà parce que je pense c'est méconnu. Avant tout, ça peut faire peur et c'est normal quand on parle de prison, généralement quand on ne connaît pas, ça fait peur et donc notre rôle c'est d'accompagner ces entreprises pour faire en sorte de leur dire vous pouvez implanter tout ou partie de votre activité dans des zones industrielles en prison qui existent et donc ce qu'on leur propose là c'est de venir découvrir ce qu'est une prison déjà. D'accord, ok. Et les entreprises viennent découvrir et elles auraient quand même des avantages à faire confiance aux prisons, des avantages économiques, des avantages sociaux peut-être ? Oui, il y en a déjà certaines qui font déjà appel au travail pénitentiaire, déjà un certain nombre, plus de 300 entreprises aujourd'hui qui font appel au travail pénitentiaire, qui parfois implantent directement leur activité dans les établissements pénitentiaires. C'est le cas notamment dans ce Tour de France à Muret, notre prochaine étape du Tour de France pénitentiaire le 21 juin prochain, où on a 10 000 mètres carrés de zones industrielles dans la prison, avec des entreprises qui sont des PME, mais aussi des plus grands groupes comme Liber Aerospace, comme Safran, qui sont implantés dans ces établissements pénitentiaires et qui proposent de l'activité. Alors bien sûr, on leur offre la mise à disposition des locaux, qui est gratuite dans les établissements pénitentiaires, mais d'autres avantages, notamment en termes de cotisations patronales, qui sont réduites de près de 10 points par rapport au milieu libre dans les établissements pénitentiaires. Des avantages aussi liés à une réduction de la concurrence, puisqu'ils peuvent être éligibles au marché réservé dans le cadre de la commande publique, au même titre que les ESAT ou les structures d'insertion par l'activité économique. Donc tout ça participe aussi à faire en sorte de les attirer vers nous et de faire en sorte de leur faire comprendre qu'ils ont aussi des avantages à s'implanter en milieu pénitentiaire. Justement, ça ressemble à quoi en fait le travail en prison ? C'est un temps partiel, c'est un temps plein, c'est en extérieur, à l'intérieur ? Comment ça se passe dans les prisons ? En réalité, tout est à peu près possible. Tant en termes d'activité, c'est-à-dire que par exemple, on fait des activités de travail du bois, on fait des bureaux par exemple pour les administrations, on fait les uniformes des surveillants dans les ateliers pénitentiaires. On travaille dans le domaine de l'aéronautique, comme je vous le disais, sur Toulouse notamment. Mais ça ressemble à des ateliers de production comme n'importe quel atelier de production à l'extérieur. Ça peut être aussi du travail à l'extérieur sur le domaine de l'établissement pénitentiaire. Et puis, c'est des activités qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Ça, peu importe, c'est aussi à l'entreprise de nous dire ce qu'elle souhaite. Et nous, on doit s'adapter aussi aux contraintes du monde économique. Et il faut aussi que l'entreprise puisse s'intégrer dans le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Bien sûr, et justement, par rapport à ça, est-ce que c'est le même droit du travail qui encadre le travail en prison que le travail en entreprise normale ? Alors, jusqu'alors, on était très éloigné du droit du travail et le gouvernement a souhaité faire une réforme importante pour faire en sorte que le droit du travail pénitentiaire, qui est un droit particulier, se rapproche le plus possible du droit du travail. Pourquoi ? Pour faire en sorte que ça ressemble le plus possible. Après, pour les détenus C'est-à-dire, pour se réinsérer durablement dans un emploi, il faut que ce qu'ils vivent en prison corresponde le plus possible à ce qu'ils vivront à l'extérieur. Et donc, c'était vraiment tout l'enjeu de cette réforme qui a été portée par la loi Confiance dans l'institution judiciaire et par le garde des Sceaux, pour faire en sorte de se rapprocher le plus possible du Code du travail. Et donc là, ils ont un contrat qui s'appelle un contrat d'emploi pénitentiaire avec des droits et des devoirs comme n'importe quel travailleur à l'extérieur. Et les entreprises ont la possibilité de recruter elles-mêmes les personnes qu'elles souhaitent pour pouvoir participer à leur activité de production. Merci beaucoup Benjamin Guichard, chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, la TIGIP. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de cette émission. Merci à Nicolas Juchat, Alexis Mathieu et à Eva Bensadi qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On retrouvera Arnaud Ardouin demain sur Smart Job.